projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Marilyn Douala Bell, cette princesse africaine du clan Bell, économiste du développement, a fondé Douala Art, une galerie d'art contemporaine emblématique à Douala, au Cameroun. Sa mission, accompagner les artistes et repousser les frontières pour l'art africain. C'est notre invité du jour. Lorsque nous avons commencé en 1990, il n'y avait quasiment pas d'artistes qui se démarquaient des peintres paysagistes, des peintres qui faisaient un petit peu en peinture une reproduction du réel et donc un petit peu de la photographie peinte. Paris à l'heure de l'art africain. Les institutions culturelles du continent s'invitent dans la capitale pour exposer leurs artistes. En tant qu'enfant immigré, j'avais ce devoir d'en fait transformer ce savoir pour le transmettre aux habitants du village, mais aussi pour le transmettre à la diaspora. Il est parvenu à concilier art et business. Comment Jules Wokam, peintre de Douala, est devenu entrepreneur de la mode. Dans ma peinture, on retrouve beaucoup de choses qui sont plutôt des objets, qui sont plutôt des choses qui viennent de mon univers de design. Direction Paris pour ce premier reportage. Vous le savez, la capitale française, la diaspora africaine et les galeries du continent ont noué au fil des années une profonde relation culturelle et artistique. Les musées font désormais la part belle aux artistes africains avec des expositions emblématiques comme récemment Kinshasa Chronicles. C'est aussi cette année que 3 centres d'art contemporain, Douala Art au Cameroun, Think Tanger au Maroc et l'Institut des cultures d'islam en France se sont associés pour une exposition exceptionnelle, Zone Franche, une superbe réflexion sur la question des frontières. Regardez. 3 institutions culturelles françaises et africaines réunies dans le quartier Château-Rouge, au nord de Paris, pour une approche pluridisciplinaire inédite. Un pari difficile mais réussi pour l'exposition Zone Franche à l'Institut des cultures d'islam dans le cadre de la saison Africa 2020. 2020, c'est Africa 2020. C'est ce méga projet que Emmanuel Macron confie à Ngoné Fall et qui consiste à marier des structures françaises avec des structures du continent africain. Et pour produire une visibilité différente de l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique folklorique, ce n'est pas l'Afrique séductrice, c'est l'Afrique qui se révèle. Après plusieurs expositions parisiennes emblématiques comme Kinshasa Chroniques ou Ex-Africa, l'aventure collective de 3 structures artistiques à Paris, Tanger et Douala offre une perspective unique, un espace d'exploration du monde du voyage, du transit des hommes, des marchandises, mais aussi un questionnement sur les frontières ou la mondialisation, comme dans cette œuvre de l'artiste camerounais Salifou Lindou. C'est une œuvre qui est composite. On a sur le sol des tapis en natte tissée qui sont en plastique et qui sont en réalité utilisés comme des tapis de prière, notamment au Sahel. Et on a au-dessus de nous ce qui s'appelle des tassalas, par exemple, au Sénégal, autrement dit des bouilloires qui sont utilisés pour faire les ablutions dans le culte musulman. Aujourd'hui, ces nattes viennent de Chine, tout comme ces bouilloires d'ailleurs qui sont fabriquées elles aussi en Chine. Et cela démontre bien comment les humains s'adaptent pour pouvoir continuer à exercer un culte qui lui provient du 7e siècle, en particulier, donc là je parle de l'islam, en 2020, alors que du coup les situations ont évolué. Donc on est vraiment sur cette capacité d'adaptation des êtres humains et sur le voyage de ces objets à travers le temps et à travers le monde. Une capacité d'adaptation et de résilience parfaitement symbolisée par le concept de zone franche présent à Paris, Tanger et Douala. Nous avons sillonné les 3 zones, les 3 villes, les 3 quartiers, enfin le quartier et les 2 autres villes. Et nous sommes arrivés à la conclusion que chacune de ces villes-là avait une particularité. Chacune de ces villes-là se développe en zone franche ou en port franc, en zone
où il y a des lieux de franchise. Adaptation, résilience au sein de cette zone franche, c'est ce qu'explore le visiteur placé dans l'univers d'une monnaie unique panafricaine. Cet afro-imaginaire, présenté par l'artiste sénégalais Mansour Cissé comme une urgence pour l'unité du continent, renvoie à l'installation numérique, le laboratoire de déberlinisation, référence à la conférence du partage de l'Afrique par les pays colonisateurs au XIXe siècle. Une marque forte dans l'imaginaire artistique africain qui en fait des cartes tourmentées et froissées. On y retrouve les puissances occidentales cherchant à dessiner les limites d'un continent indomptable et finissant par nourrir les rêves d'expansion économique de ses habitants, jusqu'au mirage final de la migration, illustré par ce jeu vidéo d'une ironie mordante dans lequel le joueur revient inlassablement à la case départ. La question des frontières est antinomique avec notre perspective africaine. L'Afrique s'est peuplée par les migrations et nous sommes par définition des nomades. Ce constant mouvement pour s'infiltrer dans ce que les commissaires de l'exposition appellent les interstices de la mondialisation, on le retrouve dans les pratiques informelles illustrées par la vente de bijoux dans les rues d'Alger, la construction d'habitats précaires aux marges de Tanger ou encore la contrebande à la frontière du Maroc et de l'Espagne. Cette énergie prend aussi sa force dans la mémoire des hommes, toute puissante entre l'Afrique et la diaspora. Dans cette œuvre généalogique de Smaïl Kanouté, né en France dans une famille originaire du Mali. Il va y rencontrer, dans le village de ses parents, un homme qui détient la mémoire de tous les arbres généalogiques des habitants. J'étais vraiment face à une bibliothèque. Et face à lui, je me suis dit, ok, là c'est vraiment une personne qui va pouvoir me donner des informations sur qui je suis. Et j'étais vraiment aussi confronté à la culture orale, à la transmission de cette culture, à la fragilité de cette culture orale, parce que la mémoire peut être défaillante. En tant qu'enfant immigré, j'avais ce devoir d'en fait transformer ce savoir pour le transmettre aux habitants du village, mais aussi pour le transmettre à la diaspora. Au final, une quinzaine d'artistes et un tiers de production inédite. Parmi elles, le parcours des fables du Kalao. Grâce à une application, il fera résonner la musicalité des langues africaines du quartier Barbès-Château-Rouge pendant encore 2 ans. Mais surtout, une nouvelle approche collaborative est née pour l'Institut des cultures de l'islam, Douala et Think Tanger. Ce projet-là que j'ai adoré. Il nous a pris 1 an, il a été très difficile. Être 3, ça c'était vraiment nouveau. Et je dirais que ça augmente encore le niveau d'ajustement auquel il faut faire face, qu'il faut être capable justement d'aller bouger les lignes et se remettre toujours en question. Et ça a été particulièrement intéressant. Un développement très porteur, mais qui pour réussir pleinement devrait être complété sur le continent par un plus grand engagement des autorités locales envers ces nouvelles structures artistiques, désireuses de propulser l'art africain sur la scène internationale. Et je vous le disais en titre, notre invité du jour est précisément de ceux qui ont réussi à repousser les frontières pour l'art contemporain africain. Marilyn Doualabel a cofondé avec son mari l'historien de l'art Didier Chob Doualart. C'est aujourd'hui l'un des lieux culturels et résidences d'artistes les plus dynamiques du continent. Voilà près de 3 décennies que Marilyn Bell fait ainsi rayonner les œuvres africaines en se battant contre les préjugés, mais aussi contre l'hésitation des artistes eux-mêmes à s'affirmer. Aboubacar Mounchili l'a rencontré à Douala. Bonjour Marilyn Doualabel. Difficile de parler de l'art au Cameroun aujourd'hui, des initiatives pour le rayonnement et l'essor des artistes sans évoquer votre nom. Comment avez-vous forgé votre rôle dans la communauté artistique au fil des années? Au fil des années, bonjour et merci de cette invitation. Ça s'est fait un petit peu malgré moi, malgré nous. En ce sens que l'objectif n'a jamais été de tisser une réputation, l'objectif a été de soutenir un secteur, le secteur de la création artistique. Et le point de départ et tout le parcours n'a pas été simple, mais nous avons débuté dans un désert
artistique et culturel, dans la mesure où la ville dans laquelle nous évoluons ne dispose toujours pas de musée d'art contemporain, je dirais, ne dispose toujours pas de bibliothèque publique ou municipale, ne dispose pas d'espace réservé aux artistes fondés par des autorités camerounaises et très peu par des personnes privées camerounaises. Donc lorsque nous avons commencé en 1990, même si l'association est née officiellement et légalement en 1991, l'association Doual Art, lorsque nous avons commencé en 1990, il n'y avait quasiment pas d'artistes qui se démarquaient des peintres paysagistes, des peintres qui faisaient un petit peu en peinture une reproduction du réel et donc un petit peu de la photographie peinte. Mais alors, comment avez-vous fait évoluer cet état de fait? Nous avons eu la chance de tomber sur un artiste qui s'appelle Coco Comennier, et c'est par cet artiste et par la grâce de mon cofondateur, Didier Chaube, le directeur artistique de Doual Art qui est aujourd'hui défunt, que la toile s'est tissée. Que petit à petit, nous avons commencé à féconder cette scène artistique, tout d'abord en se reposant sur Coco Comennier pour pouvoir identifier d'autres artistes qui étaient dans son environnement, et petit à petit de jeunes générations qui ont émergé. Et petit à petit, des ateliers, des activités. Nous avons créé une coopérative pour que les artistes puissent s'approvisionner en pigments, en matériaux de travail, parce que dans l'environnement, rien n'existait pour eux. Et donc nous avons apporté, nous avons comblé un vide. Nous ne l'avons pas fait pour avoir une réputation, nous l'avons fait parce que le secteur était en peine. Et nous sommes très contents qu'aujourd'hui, en 2021 où nous parlons, il y ait de plus en plus d'artistes. Un événement majeur s'est produit en 2009, c'est la création des Instituts des Beaux-Arts. Et donc, il y a maintenant de plus en plus d'artistes et de lieux pour montrer le travail des artistes. Pourtant, cela n'a pas été si facile. J'avoue que le travail a été ardu, parce que il fut un temps où nous présentions 15 expositions par an. Et chaque exposition était un moment où les artistes devaient absolument montrer un travail nouveau. Il était hors de question de sortir de son atelier une pièce, une œuvre d'art poussiéreuse. Chaque œuvre et chaque proposition qui était montrée dans les 15 expositions par an que nous présentions, fut un temps, devait être tout à fait nouvelle. On a poussé les artistes à se remettre en question, à travailler, à persévérer. Et nous avons également créé un nouvel espace de présentation. Au tout début, nous n'avions pas de lieu. Donc on était dans la débrouille. Et donc petit à petit, les choses se sont construites avec les artistes, avec notre manière à nous de nous remettre sur pied pour éviter de sombrer, parce que ça n'a pas été facile. Mais nous sommes très fiers aujourd'hui de voir que la ville s'est enrichie de beaucoup d'espaces d'exposition, et j'espère qu'il y en aura encore plus, parce qu'il est important en réalité qu'il y ait un vrai maillage, une vraie possibilité pour les artistes de se diriger vers les lieux qui leur semblent appropriés à leur travail. La Covid-19 est venue bouleverser votre agenda. L'impact sur vos activités s'est fait-il beaucoup sentir? Oui et non. Oui, parce que nous n'avons pas pu aller sur le terrain comme nous le faisons régulièrement, c'est-à-dire nous n'avons pas pu inviter des artistes à aller à la rencontre des habitants. Donc tout le travail de préparation de notre festival, tout le travail de mise en immersion d'artistes dans un contexte qui leur permet de se nourrir et de nourrir leur création, nous n'avons pas pu le faire. Comment comptez-vous vous relancer? Nous sommes en train là de relancer des activités. Nous avons un projet de musée, mais un musée de quartier, un musée cotisé comme je l'appelle, qui va permettre d'inventer une manière de
travailler avec les gens, les faire parler et de les mettre en perspective d'avenir. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours d'élaboration là, en cours de pré-mise en œuvre dans les semaines qui viennent. Comment êtes-vous soutenu dans vos initiatives par les pouvoirs publics au Cameroun ainsi que par des partenaires internationaux? Nous sommes loin de l'objectif. Quelquefois, j'ai un petit peu l'impression que nous sommes un petit peu au milieu du fleuve, entouré d'eau, donc de choses très positives. L'eau est apaisante. Quelquefois, elle bouillonne. Mais nous sommes, dans une certaine manière, dans une certaine mesure, peu soutenus, isolés. Et nous nous battons. Par exemple, nous avons des salaires de volontaires. On n'a pas de vrais salaires. On a l'air de se porter bien. Vous êtes ici dans la bibliothèque de l'espace Doualart. Je suis joyeuse. Mes collaborateurs sont rayonnants, épanouis, parce qu'on aime ce que nous faisons, mais nos ressources sont extrêmement faibles. Et la part du Cameroun dans nos ressources est vraiment marginale. Vraiment marginale. Il est vrai que nous avons, à un moment donné, beaucoup tapé aux portes et nous nous sommes découragés. Donc on pourrait effectivement nous reprocher de ne pas continuer à solliciter des ressources financières ou humaines, même de la part des autorités, qu'elles soient dans les services décentralisés, dans les services déconcentrés au niveau central. Mais la manière dont nous finançons aujourd'hui, elle est de façon structurelle avec 2 ou 3 partenaires qui financent des projets spécifiques. Et nous n'avons même pas d'autofinancement digne de ce nom. On vend très peu de tableaux parce que ce n'est pas notre raison d'être. On a un petit bistrot. Voilà. C'est surtout les partenaires internationaux qui nous soutiennent. Nous aimerions entrer dans un vrai partenariat avec ceux qui nous entourent. Nous avons signé une convention avec la ville de Douala, mais nous sommes encore en train d'attendre le fruit de cette convention pour l'année qui s'est écoulée, 2020. Et nous avons commencé quelques activités sous couvert de la ville de Douala, c'est-à-dire dans un partenariat conventionnel, mais nous n'avons pas encore eu ni de dotation, ni de soutien, de ressources en trésorerie de la ville. Donc on serre les dents, on y croit. Et je suis persuadée d'une chose, malgré toutes les souffrances que nous endurons de ce fait, nous sommes obligés d'inventer une manière de survivre. Et donc en cela, nous sommes très camerounais. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. En dépit de l'émergence de collectionneurs dans les grandes métropoles du continent, vivre de son art demeure un défi en Afrique. Peut-on vraiment concilier l'art et les affaires ? L'artiste camerounais Jules Wokam a réussi à résoudre l'équation apparemment impossible en exploitant tous ses talents pour se faire un nom. Du design d'intérieur à la peinture, il a continué à accroître sa notoriété. Notre journaliste Éloi Bella l'a rencontré. Du lycée technique de Bafoussam dans l'ouest du Cameroun à ce jour, Jules Wokam est devenu un artiste singulier et ses multiples facettes en disent long sur son impénitent talent qu'il coiffe si bien. Celui qui est aujourd'hui un businessman avisé a commencé peu avant 1990 par la peinture qu'il a révélée auprès d'un public plutôt averti mais conquis. Le jeune peintre attaché à la finesse, amoureux du beau, se retrouvera responsable de création dans une entreprise de mobilier. 6 ans de collaboration se sont écoulés et son ancien boss se souvient toujours du sens très créatif de son ex-designer mobilier. C'est quelqu'un de, je dirais, de talentueux. Ça, je pense qu'il a démontré parce qu'il a la capacité de toucher à plusieurs choses en même temps. Il a bien progressé. Entre le moment où moi je l'ai connu et maintenant, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de volume et c'est très bien. Moi, je suis assez fier de ce qu'il fait. Avide de challenge, piqué par le flair, Jules Wokam quittera Eben pour voler de ses propres ailes. Connu jusque-là comme un peintre, ensuite designer mobilier,
Jules se lance dans un tout autre registre sensuel, féminin, la mode. Toumaï, sa ligne de vêtements prêt-à-porter voit le jour. La tendance n'est pas ni africaine, ni européenne. Elle est plutôt une tendance urbaine africaine. Et je remarque aussi la simplicité dans les lignes, la pureté dans les traits et la simplification. Je salue surtout le génie créateur de ce jeune artiste talentueux qui est avant tout designer. Véritable success story, notre homme reste la tête sur les épaules. Mais lorsqu'il parle du métier du designer au Cameroun, il affiche grise mine et déception. Du fait que les valeurs sont encensées ailleurs et pas sur place, du coup, tous les gens travaillent un peu pour aller ailleurs, quoi. Et c'est un peu dommage. Pour ce qui est du Cameroun, par exemple, moi, je trouve que depuis un certain nombre d'années, ça tourne un peu en rond parce qu'on ne voit pas émerger d'autres jeunes artistes parce qu'ils n'ont pas d'espace pour montrer leur travail. Si Jules ne perd pas pour autant son latin, il n'en reste pas moins que ce secteur, à son avis, mérite d'être mieux traité. Il n'y a pas encore d'école, de véritable école qui puisse former les gens dans le design. Mais je pense qu'en voyant les choses s'installer, en voyant les choses avancer, peut-être ça viendra aussi. Jules Wakam est un artiste plein qui vit de son art. Averti ou bleu, on est fasciné par son aisance à manier peinture, mode et design. Mais rassurez-vous, l'artiste ne s'y perd pas. Dans ma peinture, on retrouve beaucoup de choses qui sont plutôt des objets, qui sont plutôt des choses qui viennent de mon univers de design. Donc c'est d'abord le design et la peinture est comme un plus. Ça me permet d'appréhender la couleur différemment, d'appréhender la matière différemment. Et je pense que c'est un vrai enrichissement que les gens trouvent dans mon travail. Du fait que j'ai plusieurs cordes à mon âge, je crois que ça participe au fait que je peux faire un travail qui soit différent de celui d'un styliste, par exemple, quand je fais du vêtement, par exemple. Et lorsque je fais un meuble, c'est différent de celui d'un designer simple, qui fait juste du mobilier. On voit bien que je viens de plusieurs univers. Son studio de création est en chantier, ou plutôt disons, sa tour de contrôle. Lieu de rêve, dit-il, mais surtout de pensée. Nous retrouvons Marilyn Douala-Bel pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Écoutons-la. Vous êtes de la lignée royale avec un parcours d'économiste de développement urbain et rural. Comment cet héritage et votre parcours universitaire ont-ils stimulé et enrichi votre engagement culturel? Je suis princesse Marilyn Douala, le nom de mon père, Manga, le nom de mon grand-père, Bel, le nom de la lignée. Quand vous m'appelez princesse Marilyn Douala Manga Bel, vous êtes obligé de décliner ma généalogie. J'appartiens à ce lignage, je ne l'ai pas choisi. Et je suis très fière de porter ce nom, de porter les valeurs que cette famille a toujours promues dans son environnement. D'évidence, les études que j'ai faites en économie du développement, j'ai oublié l'économie et je suis restée fixée sur le développement. Les études que j'ai faites en économie du développement ont été... je devais faire des études, enfin j'ai commencé des études de médecine que j'ai lamentablement échoué 2 années de suite, mais ce n'était pas ma destinée. Et ma destinée était de travailler pour les autres, de faire en sorte que l'environnement dans lequel les gens évoluent, de mon environnement, de l'entourage, de l'espace dans lequel je vis, de faire en sorte que l'environnement des personnes qui vivent dans un espace non loin de moi puisse être un environnement qui leur permette de s'épanouir. Et là, je porte quelque part une sorte d'héritage, parce que mes ancêtres, quelquefois de façon maladroite et quelquefois de façon violente, ont toujours été visionnaires et ont toujours posé des actes aujourd'hui pour les générations futures. Et donc oui, mes études d'économie du développement sont un choix qui s'est imposé à moi et par lequel l'association Douala Art que je dirige aujourd'hui avec un petit groupe de personnes pose des actes pour que la ville de Douala devienne beaucoup plus accueillante, beaucoup plus sensible avec des œuvres d'art dans la ville, pour pouvoir effectivement avoir une perception de soi
et de l'autre beaucoup plus positive. Il est très intéressant de pouvoir avoir la liberté en tant que femme de faire ce qui me semble juste. Comment est né le Centre d'art contemporain Douala Art et pourquoi au Cameroun? J'ai rencontré un historien de l'art, Didier Chaude, et lorsque nous avons décidé de venir au Cameroun, de rentrer pour moi et d'être accompagnée de lui, puisqu'il n'était pas camerounais, il était franco-malgache, il a décidé qu'il mettrait les pieds entre les deux pays, et donc au centre de ces deux pays, le Cameroun étant au centre de la ligne France-Madagascar. Nous avons très vite compris, très vite, qu'il fallait que nous fassions quelque chose, que nous ayons une activité qui nous permette de rester ici, une activité qui nous passionne. Le Cameroun est un pays qui n'est pas facile. Les relations d'un couple mixte que nous avons été, que nous sommes, je vais parler au présent, étaient très complexes. Et le fait d'être issu d'une famille royale, avec un homme venant d'ailleurs, de vraiment l'ailleurs d'ailleurs, était un défi extrêmement compliqué à relever ou en tout cas à imposer. On a réussi à le faire parce que nous avons enfanté ce centre d'art contemporain, Douala Art, et nous l'avons fait parce que mon mari était historien d'art et il était surtout quelqu'un qui avait une très grande générosité, qui avait un besoin absolu de rencontrer les uns et les autres dans une certaine sensibilité. Et l'art est sensible, l'art est sensibilité. Et c'était ainsi qu'est né le projet? Pendant que nous étions dans ce mariage, nous avons commencé par définir un projet que nous ferions ensemble en allant au Cameroun. Mais nous n'étions pas du tout persuadés que ce serait autour du monde des arts. Nous savions qu'il fallait que ce soit quelque chose qui nous lie, qui nous allie, qui nous soude. Et en arrivant au Cameroun, il a tout de suite vu que la scène artistique était déprimée, pour ne pas dire inexistante. Et ça a été le projet par lequel nous avons commencé à raisonner notre insertion dans cet espace social, dans cet espace culturel du Cameroun. Avec une place bien particulière pour Douala. Je voulais partager avec lui l'amour de cette ville, de ce village, parce que quand on arrive, la ville de Douala est à la fin de cette période de village, la fin des années 70, le début des années 80. Disons, nous sommes arrivés ici en 86. Nous avons encore dans cette ville, des habitations qui sont assez basses, des immeubles en élévation comme on en trouve aujourd'hui n'existaient pas. Et donc, nous avons sillonné la ville avec les artistes que nous avons pu identifier, découvrir au fur et à mesure des découvertes, mais également avec ma famille, avec quelques personnes qui aimaient la ville et qui nous faisaient partager les espaces qu'ils aimaient particulièrement. Et donc l'amour de cette ville a aussi été une des raisons pour lesquelles nous avons décidé, nous avons eu le désir de créer ce centre d'art contemporain et de faire des cadeaux à la ville avec des œuvres d'art dans l'espace public, dans l'espace public de cette ville de Douala. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Marilyn Douala-Bel ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.